Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres développés dans cette édition. Conseil des ministres ce dimanche sous la présidence du président de la République Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Une réunion consacrée à un projet de loi relatif aux assurances, à des exposés sur l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne et à l'état d'avancement des projets de réalisation de silos de stockage de céréales. Dans la partie histoire de ce journal, focus sur les explosions nucléaires françaises dans le Sahara algérien. À quelques semaines de la commémoration du triste anniversaire de l'opération Gervoise bleue, nous ferons également la lumière sur l'exploitation sauvage des mines d'uranium au Niger par la France. Emploitique, le salon de l'emploi par excellence, ouvert depuis hier à Alger, l'occasion d'accompagner les demandeurs d'emploi. Il permet aussi aux recruteurs d'identifier les profils qui correspondent à leurs attentes. Au Maroc, nouvelle violation des droits de l'homme avec des arrestations qui ont touché récemment des activistes. L'exemple dans ce journal de Jawed El Hamidi, condamné à 2 ans et demi de prison pour avoir critiqué les politiques du Marseill. Et on termine avec les soldes d'hiver qui ont commencé depuis quelques jours. L'occasion de faire les magasins pour dénicher les meilleures affaires. Bienvenue à tous. Il y a eu Conseil des ministres ce dimanche sous la présidence du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune. Une réunion consacrée à un projet de loi relatif aux assurances à l'ordre du jour. Également des exposés portant notamment sur l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne et l'état d'avancement des projets de réalisation de silos de stockage de céréales. Je disais donc qu'il y a eu ce dimanche Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune. Une réunion consacrée à un projet de loi relatif aux assurances. À l'ordre du jour également des exposés portant notamment sur l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne, mais aussi l'état d'avancement des projets de réalisation de silos de stockage de céréales. Dans le volet coopération, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce dimanche la ministre adjointe aux Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Katja Köll. La rencontre a permis de passer en revue l'état et les perspectives du partenariat entre l'Algérie et l'Allemagne, notamment dans ses volets économiques et culturels, et d'échanger aussi les vues sur les défis et les enjeux qui se posent dans la région sahélienne. La Commission de la fonction publique internationale de l'ONU, CFPI, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, organise un atelier interrégional sur les salaires, allocations, classements, des lieux d'affectation, mobilité du personnel et d'autres questions relevant de la compétence de la dite commission. Cet atelier, organisé annuellement en collaboration avec les organisations et les fédérations de personnel de l'ONU, constitue une plateforme qui permet à la CFPI de présenter ses travaux et son rôle au sein du système des Nations Unies. Rappelons que cette édition, la première du genre organisée en Algérie, verra la participation de plus de 80 fonctionnaires internationaux représentant 23 organisations internationales et régionales ainsi que des cadres représentants des institutions algériennes. Et l'Union interparlementaire arabe a vivement condamné la résolution du Parlement européen concernant l'Algérie, la qualifiant d'ingérence flagrante dans ses affaires intérieures et d'atteinte à sa souveraineté, à l'indépendance de sa justice. Dans un communiqué signé par son président Brahim Bourali, président de l'Assemblée populaire nationale, l'Union interparlementaire arabe a affirmé que ce comportement constitue une violation des normes et chartes internationales consacrant le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieure. L'Union interparlementaire arabe a appelé le Parlement européen, par ailleurs, à cesser d'instrumentaliser les questions des droits de l'homme pour s'immiscer dans les affaires des autres États et à respecter la justice algérienne.
lisez en titre, nous sommes à quelques semaines de la commémoration du triste anniversaire de Gerboise Bleu. Cette explosion nucléaire française dans le Sahara algérien, ce crime contre l'humanité commis par le colonisateur français en Algérie, dont les stigmates sont toujours là, notamment dans les régions touchées. Ces essais nucléaires devenus zone interdite en raison de la présence de rayons radioactifs, nous dit Yasmine Moussaoui dans ce papier. Le 13 février 1960, l'armée coloniale fait exploser sa première bombe nucléaire à Ergen, dans le Sahara algérien, Gerboise Bleu. Sa puissance, estimée entre 60 et 70 000 tonnes d'explosifs, équivalait à presque 5 fois celle larguée sur Hiroshima. Cet essai a causé des conséquences humaines et environnementales sans précédent. El Hadj Zawi, habitant de la région, revient sur cet événement tragique. Je me souviens de ces explosions comme si c'était hier. J'avais entre 11 et 12 ans, lorsque l'on nous a demandé de nous bander les yeux dès 6 heures du matin. Puis, il y a eu cette explosion, un bruit assourdissant suivi d'une lumière bleue aveuglante. L'onde de choc de l'explosion a été ressentie jusqu'à Béchar et Ibn Abbas. Le 13 février 1960, la France a procédé à son premier essai nucléaire dans la région d'Ergen, au sud de l'Algérie. Cet essai, d'une puissance de 237 km, équivaut à 5 fois les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Par la suite, 35 essais supplémentaires ont été réalisés dans la région de Hamoudia, laissant des traces profondes sur l'environnement et les populations locales. L'armée française a fait ça en Algérie. Et on ne le sort pas du chapeau. Il y a de très rares témoignages d'aviateurs français qui, des années après, ont raconté cela. Ils le racontent avec un peu d'étonnement des années après. Parce que oui, l'armée française a bombardé au napalm des villages algériens. La conquête, l'exploitation, la guerre, ce sont 3 bonnes raisons pour présenter des excuses aux Algériens aujourd'hui. Parce que ce qu'a fait la France en Algérie pendant 130 ans, est franchement scandaleux. Durant des années, le Grand Sud algérien a été utilisé comme champ d'expérimentation et les populations locales comme de véritables cobayes. Les conséquences désastreuses des radiations sont visibles jusqu'à aujourd'hui. Dans cette région, les chiffres concernant les leucémies et les sarcomes musculaires sont particulièrement élevés. Cela fait 3 ans que l'on m'a diagnostiqué un cancer et je souffre de douleurs généralisées. Cela résulte des conséquences de ce que nous avons subi dans la région. Les essais nucléaires réalisés à Hamoudia, dans la commune d'Ergen, font partie des nombreuses atrocités subies par le peuple algérien durant la période coloniale. Cette époque a été marquée par l'utilisation de méthodes de destruction massive, laissant des séquelles qui risquent d'affecter les générations futures. Le Niger est l'un des plus gros fournisseurs de la France en uranium. 70% de l'électricité de ce pays est alimentée par cette ressource exploitée sauvagement par certaines compagnies minières françaises. Aujourd'hui, des vérités sont dévoilées, notamment au sujet d'une surexploitation des mines sans normes de sécurité, avec des travailleurs qui se retrouvent gravement malades et une radioactivité qui touche le sol, mais aussi l'eau potable. Yannis Saïd Belkacem. Des tombes à perte de vue. Ce cimetière collectif témoigne d'un paradoxe glaçant. Au Niger, l'exploitation de l'uranium, ressource vitale pour la France, a laissé un héritage tragique. Des terres ravagées et des vies brisées. L'uranium nigérien alimente 70% des besoins en électricité de la France. Plus de 50 centrales nucléaires de ce pays sont alimentées avec de l'uranium nigérien au prix d'une souffrance silencieuse. Les zones d'extraction devenues de véritables cimetières abritent les restes de milliers de victimes entre travailleurs des mines et habitants de la région décimés par des maladies liées à l'exploitation sans protection. L'uranium nigérien est sauvagement exploité, sans protection de sécurité, sans informer la population et sans retombées économiques. Et puis voilà, il n'y a que la pollution durable. À travers la Comunac, a démantelé pièce par pièce la société pour ne pas nous permettre de continuer son exploitation. La France arrivait à alimenter son territoire. Je travaillais dans une mine d'extraction d'uranium
Et à cause de ce travail, je suis tombé malade, car on travaillait sans aucune protection. Une surexploitation des mines sans aucune norme de sécurité au détriment de la santé des Nigérians. De l'eau montrait qu'il y avait une pollution de l'eau par l'uranium, l'eau qui était pourtant distribuée par les compagnies minières à la population d'Arlit. Cette eau dépassait très largement les normes sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé. Bien sûr, ça touche aujourd'hui les gens sur place, mais comme la radioactivité de ces déchets qui sont là, elle est à durée de vie très très longue, puisque vous avez là-dedans des radionucléides, des éléments radioactifs qui ont des durées de vie de milliards d'années. Le Niger, pourtant riche en ressources naturelles, demeure l'un des pays les plus pauvres au monde. La France dépend de cette ressource, porte une lourde responsabilité. Le contraste entre les richesses exploitées et la misère qui en résulte met en lumière les inégalités héritées de l'époque coloniale. Et le colonialisme français a perpétré de nombreux massacres dans ses différentes colonies africaines. Le Tchad en faisait partie, l'une des pages les plus sombres de ce colonialisme, le massacre des Coucoupes survenu le 15 novembre 1917 et qui a conduit à l'assassinat de centaines d'intellectuels. Cet événement a été raconté dans un film réalisé par un cinéaste ivoirien. Rina Lerari, regardez. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Interdit de diffusion pendant plus de 40 ans, ce documentaire ressurgit soudainement et a même fait le buzz sur la toile. Il met en lumière un sombre chapitre de l'histoire coloniale française en Afrique. Réalisé par un cinéaste ivoirien, ce film, censuré avant même sa sortie, a coûté à son réalisateur une année de prison ferme associée à une lourde amende. Son inculpation, avoir exposé au grand jour les massacres perpétrés par la France coloniale en Côte d'Ivoire. Le documentaire révèle chaque détail des atrocités qui ont décimé des villages entiers, n'épargnant ni femmes ni enfants. Des actes barbares commis sous couvert de civilisation, loin des idéaux de paix, de justice et de tolérance clamés par la France coloniale. Des crimes qui ne sont cependant pas isolés. En 1917, plus de 400 érudits musulmans ont été exécutés de sang-froid au Tchad, puis ont été enterrés dans une fosse commune pour avoir refusé de se soumettre aux lois coloniales françaises. En 1917, les Français ont commis le terrible massacre de Qabqab, un acte d'une brutalité extrême. Ils ont trompé et attiré les érudits et chefs musulmans de la ville d'Abéché à une réunion avec le gouverneur français. Une fois sur place, les érudits ont été exécutés, leurs têtes ont été tranchées en représailles à la mort d'un soldat français dans la ville. La première action entreprise par la France fut d'effacer l'identité des musulmans en éliminant toutes leurs lois. Elle a détruit les mosquées, a brûlé les exemplaires du Saint-Coran et a déployé tous les moyens pour abolir la langue arabe et imposer la langue française. Ces massacres, que la France a tenté d'effacer des mémoires collectives, rappellent que la violence a toujours été le pilier sur lequel les puissances coloniales ont fondé leur pouvoir. Retour chez nous avec cette bonne nouvelle pour les habitants de la région ouest d'Alger, avec l'entrée de la station de dessalement d'eau de mer Fouka 2 à Tipaza en phase de débit expérimental. C'est ce qui a été annoncé aujourd'hui par Sonatrach. Cette phase constitue la première étape de mise en service de la station et de son entrée en phase d'essai technique en vue d'acheminer les premières quantités d'eau dessalée vers le réseau de distribution. La station, une fois à sa capacité de production maximale, contribuera à renforcer les capacités d'approvisionnement en eau potable au profit des habitants des villages de Tipaza, Alger et Blida. La capacité de production de cette station, rappelons-le, réalisée sous la supervision de la société Algerian Energy Company, filiale de Sonatrach, s'élève à 300 000 mètres cubes par jour, ce qui lui permet donc de répondre aux besoins de près de 3 millions d'habitants. Nous l'annoncions en titre, accompagner les demandeurs d'emploi. C'est l'objectif phare du salon emploitique qui se tient depuis hier à la SAFEX au Pin Maritime. Le salon qui connaît la participation d'entreprises de nombreux secteurs, y compris des start-up et des entreprises innovantes, permet chaque année aux personnes à la recherche de travail de s'informer sur les opportunités offertes. Il s'agit également d'une occasion pour les entreprises et les recruteurs d'identifier les profils qui correspondent à leurs attentes. Rina Lerari était sur place.
Espace de rencontre où les ambitions professionnelles croisent les besoins du marché, le salon de l'emploi Emploatic Connect regroupe plus de 100 entreprises publiques et privées et des multinationales allant des nouvelles technologies à l'agroalimentaire, offrant ainsi de nouvelles opportunités aux chercheurs d'emploi venus nombreux. Je travaille dans le commerce international et je suis venu à ce salon pour explorer les offres d'emploi. J'ai constaté que chaque entreprise dispose de son propre représentant, ce qui facilite aux chercheurs d'emploi, en particulier ceux fraîchement diplômés, de trouver un job correspondant à leur formation. Je prépare une licence en génie électrique et à l'approche de la fin de mon cursus, je considère ce salon comme une opportunité pour explorer les offres d'emploi sur le marché. J'ai visité plusieurs stands comme ceux de Ruiba et de Wafa qui offrent des opportunités aux étudiants et j'ai passé quelques entretiens. Ou plusieurs d'autres. Les étudiants. Je suis titulaire d'un diplôme en électronique et je souhaite débuter ma carrière dans ce domaine, en commençant par suivre des formations et améliorer mes compétences. C'est la deuxième fois à l'Injuz où je suis vraiment intéressée. C'est la deuxième fois que je participe à ce salon qui regroupe des entreprises activant dans plusieurs secteurs. Il nous offre l'opportunité de déposer nos CV, de cibler des entreprises spécifiques et ce, en un seul espace. Nous avons compté aujourd'hui plus de 3000 opportunités d'emploi dans différents secteurs d'activité, dans différents métiers. Nous avons également une série de conférences et de masterclass qui sont organisées durant la journée. C'est l'occasion pour les chercheurs d'emploi de se former et de s'informer sur le marché de l'emploi, discuter avec des experts pour avoir un maximum de conseils sur l'orientation de leur carrière, comment préparer leur CV. Trait d'union entre les demandeurs d'emploi et les entreprises, cet événement s'impose comme un espace stratégique où les recruteurs viennent identifier les talents répondant à leurs besoins actuels et futurs. Il y a deux types de recherche d'emploi. Il y a les jeunes diplômés, il y a aussi des candidats qui ont quand même de l'expérience. Quand je parle d'expérience, c'est au-delà de 5-10 ans d'expérience. Les profils recherchés, c'est les médecins, c'est les pharmaciens, c'est aussi les délégués médicaux, les délégués commerciaux. Cette année, nous donnons la chance aux nouveaux diplômés afin de commencer leur carrière professionnelle avec nous. On est en train de chercher des commerciaux juniors, des développeurs web et un juriste. Nous avons nos responsables ressources humaines qui sont présents, donc ils peuvent passer l'entrevue directement là. Ou bien nous avons un code QR qui va les diriger directement à nos offres d'emploi présentes sur notre site Webclis. Ils peuvent postuler directement. On est présent aujourd'hui à travers notre espace interactif afin de représenter les différents services de l'ANEM, notamment les services en ligne, aussi pour expliquer aux gens comment ils peuvent bénéficier des différents services d'accompagnement sans avoir besoin de se déplacer à l'agence de l'emploi. Entre ambition et opportunité, l'Emploatic Connect dessine les contours d'un marché de l'emploi en pleine évolution, porté par une jeunesse ambitieuse et déterminée. Et on ne s'éloigne pas du monde de l'entreprise avec cette véritable success story algérienne, celle de Condor Electronics. L'entreprise fondée en 2002 à Borj Bouaririj, à l'est du pays, est devenue aujourd'hui un acteur clé de l'industrie technologique et rayonne dans plus de 15 pays, nous dit Amira Sefta dans ce reportage. C'est une success story 100% algérienne, un modèle d'innovation et d'ambition. En 2002, Condor Electronics voit le jour et devient très rapidement une figure incontournable de l'industrie algérienne. Sa montée fulgurante, elle la doit à une gestion efficiente, un positionnement stratégique et à un savoir-faire solide lui permettant de s'adapter à une demande en constante mutation. Créatrice de richesses et de milliers d'emplois, l'entreprise compte sur un tissu de sous-traitants majoritairement locaux, avec un taux d'intégration de 70%, lui offrant une meilleure maîtrise des coûts et en lui permettant de renforcer sa compétitivité. Nous venons de produire le réfrigérateur 100% algérien après le lancement de l'usine compresseur à réfrigérateur et la production du premier compresseur. De ce fait, nous produisons aujourd'hui un réfrigérateur 100% local. Pour les autres produits, nous avons atteint des taux d'intégration très avancés. À titre d'exemple, pour le téléviseur, avec l'installation des salles blanches pour l'assemblage des dalles
qui constitue 70% de la valeur d'un produit, nous avons atteint le taux d'intégration maximale qui dépasse les 60%. Pour la téléphonie mobile, la fabrication des screens, des écrans, la fabrication des cartes mères des téléphones nous permet aujourd'hui d'atteindre un taux d'intégration maximale en dehors de la Chine et de l'Inde. Malgré les défis, Condor mise sur l'innovation pour rester compétitive avec des produits à la pointe de la technologie. Condor aujourd'hui est devenu multimarque. Nous produisons des marques locales et nous produisons également en OEM et en collaboration avec des marques internationales, des géants tels que Hisense, Sharp, le groupe Seb, Moulinex, Tefal, etc. Toutes les marques du groupe Seb. D'autres marques qui sont numéro 1 au monde, telles que la marque Daikin pour la climatisation. Tous ces produits sont produits localement, destinés au marché local et à l'exportation également. Véritable fleuron de l'industrie nationale, Condor continue d'écrire son histoire et aspire aujourd'hui à rivaliser avec les plus grands. Agriculture, l'Algérie encourage depuis quelques années déjà le développement de la culture de l'arganier, cet arbre endémique du Sud, connu pour son huile aux multiples vertus. Les premières expériences déjà bien avancées sont prometteuses. Les agriculteurs comptent intégrer cette filière à un niveau industriel dans le but de créer de la richesse et de l'emploi. Sabrina Kchrou. Les spécialistes l'appellent l'or vert. L'arganier, c'est cet arbre à fleurs produisant des noix, source de l'huile d'argan, elle-même qualifiée d'or liquide. Une nouvelle ressource qui devient progressivement une richesse agricole sur laquelle l'Algérie compte et dont elle encourage la filière. Nous avons commencé avec 60 plants afin de sélectionner la plus haute qualité possible. Après sélection des meilleurs plants obtenus, nous les avons mis en plein terre, le tout grâce à des méthodes scientifiques avancées. Nous nous occupons de la plantation des arganiers, les soignant et opérant le suivi jusqu'au moment où les plants sont prêts à être mis sous serre, le temps qu'ils arrivent à maturité afin d'être finalement plantés en plein terre. L'Algérie accorde une importance certaine au développement de la culture de l'arganier, encourageant concrètement les projets d'envergure en ce sens. À ce jour, on compte 5000 hectares consacrés à développer cette filière oléicole, produisant l'une des plus précieuses huiles au monde, le litre se vendant entre 50 et plusieurs centaines de dollars. L'impact de cette activité va bien au-delà de l'apport financier. Il profite aux économies locales sur divers plans. L'argan est une sorte de trésor économique, écologique et biologique. Ses racines profondes stoppent la désertification. Grâce à Dieu, on nous a facilité le travail après avoir été sans emploi. Je remercie notre gouvernement qui nous a ouvert les portes et qui encourage notre travail dans la confiance. De toute évidence, l'Algérie compte investir dans cette nouvelle filière et encourage les investisseurs à y adhérer, en les accompagnant depuis la mise en vente des graines et des arbres jusqu'à la plantation finale. Un pari qui s'annonce gagnant, nourrissant également les industries de transformation. L'objectif, approvisionner les marchés, internationaux comme locaux, grâce à cette toute nouvelle ressource de l'économie nationale. Et nous l'annoncions au tout début de ce journal, il y a eu donc Conseil des ministres ce dimanche, sous la présidence bien sûr du président de la République. Nous avons avec nous pour plus de détails sur l'ordre du jour notre envoyé sur place, Yasmine Messaoudi. Yasmine Messaoudi, bonsoir. Qu'est-ce qu'on doit retenir justement de cette réunion de ce soir ? Bonsoir Sarah. La réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est achevée il y a quelques instants. Plusieurs décisions importantes ont été annoncées, notamment concernant la bourse universitaire. Le président de la République a ordonné la création d'une commission composée des ministres de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des finances. Cette commission devra présenter un rapport lors du prochain Conseil des ministres sur une éventuelle augmentation des bourses des étudiants. Il a également insisté pour que le plan global de réforme des services universitaires inclue une révision du système des bourses et des conditions d'hébergement des étudiants. À propos des préparatifs pour la saison du Hajj, le président de la République a décidé que l'État prendra en charge les augmentations prévues dans les coûts en maintenant le même tarif que celui appliqué la saison dernière. Et enfin, ce qui concerne le partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne, le président de la République a affirmé que la révision de cet accord n'a aucune arrière-pensée conflictuelle
Elle vise plutôt à renforcer les relations positives que l'Algérie entretient avec l'Union européenne en s'appuyant sur le principe gagnant-gagnant. Merci beaucoup Yasmine Saoudi pour tous ces détails. Je rappelle que vous étiez en direct depuis le siège de la présidence de la République. Dans l'actualité également, l'actualité internationale, après un début hier de la libération des 200 prisonniers palestiniens par l'entité sioniste en échange de 4 détenus libérés par le mouvement de résistance palestinien Hamas. Il s'agit du deuxième groupe de prisonniers palestiniens libérés dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, entré en vigueur dimanche dernier et dont la première phase doit durer 6 semaines. Sabrina Kchout. Ces 4 prisonnières appartenant à l'entité sioniste ont été libérées hier à Gaza contre 200 otages palestiniens et ce conformément à l'accord de cessez-le-feu conclu entre le mouvement de résistance Hamas et l'occupant sioniste, entré en vigueur le 19 janvier. Malgré les souffrances, malgré les destructions, nous sommes chez nous, encore debout. À aucun moment nous n'avons abandonné nos maisons en dépit de ce que nous endurons, alhamdoulilah. Nos maisons sont tombées, notre pays a été dévasté, mais nous sommes toujours debout, dans la fierté et dans la gloire. À Gaza et en Cisjordanie occupée, la foule exulte à l'accueil d'une partie des quelques 200 Palestiniens libérés. Ce prisonnier a passé 30 ans dans les geôles de l'entité scélérate. Ils sont bon nombre à y avoir passé plusieurs dizaines d'années, souvent sans motif, dans des conditions inhumaines. Mais l'heure est au soulagement. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma joie. C'est un sentiment indescriptible, entre joie et tristesse. Je remercie Dieu pour ce moment. Le retour, prévu samedi dans le nord du territoire de centaines de milliers d'habitants, a été bloqué par l'entité sioniste, qui l'a conditionné à l'ouverture du corridor contre la remise d'une prisonnière sioniste qui sera relâchée, selon le mouvement de résistance Hamas, à l'occasion du 3e échange prévu le 1er février. Depuis l'arrêt officiel des combats, l'entité sioniste a enclenché une agression en Cisjordanie où les opérations de répression, de violence et de destruction se multiplient. À El Khalil, Beit Laham, Ramallah, Jenin et Tulkarem, plusieurs dizaines de Palestiniens ont été capturés. Alors que les États-Unis annoncent vouloir déplacer les habitants de la bande de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie, dans le cadre d'un plan de paix consistant à faire le ménage dans le territoire palestinien. Je vivrai ici même si je devais m'installer sur ces décombres. Sans eau et sans nourriture, je vivrai quand même ici. L'administration Trump a en outre confirmé avoir débloqué une livraison de bombes de 907 kilos pour son allié sioniste, laquelle a été bloquée auparavant par Biden, estimant qu'elle causerait une grande tragédie humaine. 15 personnes sont tombées en martyrs et 83 autres ont été blessées ce dimanche dans des tirs de l'armée d'occupation sioniste contre des civils libanais alors qu'ils tentaient de retourner dans leur village occupé du sud du pays et ce après l'expiration du délai de 60 jours pour le retrait de l'armée sioniste de la région en vertu de l'accord de cessez-le-feu signé entre le gouvernement libanais et l'entité sioniste. Le délai de 60 jours a expiré tandis que les forces de l'armée sioniste ont continué à être présentes dans certaines zones frontalières du sud du Liban en violation flagrante de l'accord. La force intermédiaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, a fait part de sa profonde inquiétude face au rapport faisant état de tirs des forces de l'armée sioniste contre les Libanais dans les villages du sud du pays. Et au Maroc, nouvelle violation des droits de l'homme avec des arrestations qui ont touché récemment des activistes. À leur tête, Jawed El-Hamidi, condamné à 2 ans et demi de prison et à une amende de 2000 dirhams pour avoir critiqué les politiques et le Marzen. Il devient un symbole des restrictions imposées aux voix dissidentes. Pendant ce temps, des expulsions forcées et des allégations suscitent l'inquiétude des défenseurs des droits de l'homme. Et Anissa Belkacem. Je viens d'être interpellé. Tels étaient les derniers mots postés par le militant des droits de l'homme Jawed El-Hamidi avant son arrestation. Il a écopé d'une lourde condamnation de 2 ans et demi de prison et d'une amende de 2000 dirhams pour avoir élevé la voix et dénoncé les politiques répressives et les violations perpétuelles des droits fondamentaux du peuple marocain par le régime du Marzen. Le nom de Jawed vient s'ajouter à la longue liste de blogueurs et d'activistes qui payent un lourd tribut pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression. Même les mots vous dérangent désormais. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous nous interdisez de nous exprimer librement. Vous réprimez le peuple dans la rue. Vous voulez même nous réduire au silence, ici même au niveau du Conseil consultatif du Parlement. Honte à vous.
Malgré le blackout et la rétention d'informations par le régime du Makhzen, des cas de torture et de mauvais traitements infligés aux détenus ont été confirmés, suscitant des inquiétudes croissantes sans que des alternatives ou des compensations financières ne leur soient proposées. Une réalité amère reflétant l'absence quasi totale de justice sociale et une violation flagrante des droits fondamentaux des Marocains. Nous sommes les propriétaires de cette terre. Tout ça est injuste. Pourquoi veut-il nous faire vivre dans des baraques? Nous ne méritons pas cela. En plus, aucune indemnisation ne nous a été proposée. Que les habitants d'El Unq ont été expulsés de leur maison. Certains n'ont eu que 4 jours pour vider les lieux. Beaucoup n'ont nulle part où aller. Où allons-nous habiter? Nous exigeons une indemnisation. Il y a environ 900 habitations ici où sont censés partir leurs habitants. Beaucoup ici n'ont pas les moyens de louer ailleurs. Un climat de tension grandissante dans un pays où le peuple est seul face à ses problèmes, avec la rue comme seul exutoire pour exprimer son ras-le-bol face à un régime qui se désintéresse totalement de ses revendications. Retour au pays, et si vous êtes amateur de shopping, eh bien, sachez que les soldes d'hiver ont démarré depuis quelques jours, un moment propice pour dénicher les meilleures affaires. Beaucoup de personnes y voient effectivement une occasion à ne pas manquer. C'est ce que nous dit Mariam Damis dans ce reportage. Regardez. Les soldes, une période très attendue par les consommateurs, tous pressés de dénicher la bonne affaire et de bénéficier de rabais tout aussi alléchants les uns que les autres. Des réductions allant des fois jusqu'à moins 70%, attirant ainsi ceux qui sont à l'affût des bonnes affaires. Il y a des articles soldés, par exemple, certains étaient à 12 000 dinars, maintenant ils sont passés à 6 000 dinars. Il y a l'embarras du choix et le prix des articles soldés est raisonnable. Dans ce centre commercial, les managers veillent au grain, chacun a sa mission, entre réorganisation des rayons et être à l'écoute des clients. Plusieurs promotions intéressantes sont proposées. Objectif, profiter de cette période pour doubler, voire même tripler leur chiffre d'affaires. Bon, on a solde depuis le 18 d'ailleurs. On a le 30% jusqu'à 50% de démarque. Les réductions, comme c'est de 10% jusqu'à 60-70% sur certains produits qui sont de l'ancienne collection. Et il y a même de la nouvelle collection qui a été soldée. Une période très prisée par les clients qui ne manquent pas de sortir leurs économies afin de faire le plein cette année et pourquoi pas l'année prochaine. Surtout, ne ratez pas l'occasion. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. Je vous rappelle que l'info continue sur Canal Algérie avec le journal en langue arabe à 20h. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.